pour l'instant, on entend de manière continuelle le bruit des avions et des booms. Alors les booms, c'est pas toutes les secondes, mais c'est toutes les heures, toutes les 2 heures. Et des booms qu'on entend bien parce que c'est l'artillerie également qui tire. Alors les familles ont été évacuées dans un hôtel. On est à l'abri. À l'hôtel, ils ont les repas. On est très patient parce qu'on se dit que cette fois-ci, on espère que c'est la bonne et que le gouvernement va tenir le coup, il va passer des oppressions, il va aller jusqu'au bout, quoi. Et tout de suite, nous allons accueillir quelqu'un que vous connaissez bien. Il s'agit du Rav Eli Kling qui dirige l'internat pour filles et pour jeunes filles, Chemdat Adarom. Et il est là aujourd'hui parce qu'il va nous parler de sa situation plus personnelle. J'adore parler de ma situation personnelle. Bien sûr. Je ne suis pas persuadé que ça intéresse tout le monde, mais pour mon ego, c'est très bien. C'est une situation personnelle qui traite... Qui reflète un truc collectif quand même. Exactement. Ouais. C'est vrai. Tu as été, on va dire, déplacé de ton village de Kfar Maimon. Ah, on dit déplacé. Déplacé. On ne dit pas évacué. Évacué, déplacé, ouais, comme tu c'est veux. pareil. Oui, alors en effet... Évacué, ouais, c'est vrai que c'est plus juste. Ouais. Bon, moi, personnellement, j'étais déjà évacué tout seul. Parce qu'en fait, j'ai eu la bonne idée de passer Simchat Torah à Jérusalem. Et du coup, tu es resté. Et du coup, je suis resté chez mon copain. Je ne sais pas si ça lui a plu tellement ou pas, mais enfin, je ne vais pas trop demander. Et donc, on est resté avec ma femme à peu près 3 semaines au lieu de 24 heures, quoi. Est-ce que tu peux nous expliquer où se situe Kfar Maimon exactement, pour ceux qui ne connaissent pas? Bon, c'est dans le sud, évidemment. C'est dans le sud, ouais. Alors, on est dans ce qu'ils appellent entre 4 et 7 kilomètres de la bande de Gaza. De la bande de Gaza, ouais. Un vol d'oiseau, je ne sais pas combien. En tout cas, on a 17 secondes quand il y a des alertes. 17 secondes. Ouais. Donc c'est peu, mais c'est pas le pire. On fait pas partie de la première, le premier front. Enfin, quoi. 17 secondes, c'est pas beaucoup non plus. C'est rien. Ouais, c'est pas beaucoup non plus, mais on a tous maintenant, depuis quelques années déjà, ce qu'on appelle un mamad dans la maison. Tu as une possibilité en quelques secondes de pouvoir se réfugier dans le... Ouais, enfin, si on est dehors, c'est une autre histoire. Si on est dehors, c'est un peu plus problématique. Mm-hmm. Voilà. Alors, il y a combien de familles à peu près à Kfar Maimon? Maintenant, quand nous on est arrivés il y a très longtemps, il y a une quarantaine d'années, et on était 110, 120 familles. Aujourd'hui, je crois qu'il y a 250. Donc tout le monde a été évacué? Pratiquement. Il reste sur place quand même ce qu'on appelle la Kitat Kolenut, c'est-à-dire les gens qui sont là-bas pour défendre le village au cas où, et qui d'ailleurs l'ont déjà défendu à l'époque, donc au moment de l'attaque. On a eu beaucoup de chance, si tu veux, je te raconterai le petit miracle, comment ça s'est passé. Et puis, ceux-là, ils sont encore sur place. Et il y a également quelques familles qui sont là parce que c'est considéré comme un travail riouni, un travail essentiel, obligatoire. Ouais. Alors, c'est pas vraiment pour l'agriculture, parce qu'ils ont mis ça un petit peu de côté. Mais enfin, il y a toutes sortes de boulots qui sont un petit peu... Par exemple, les gens qui travaillent au conseil régional, on a besoin d'eux pour toutes sortes de choses, etc. Donc, ceux-là ont le droit d'habiter là-bas, mais les autres n'ont pas le droit. Donc, on peut retourner pour chercher des affaires. Ils nous laissent rentrer et sortir. Ils nous demandent de prouver qu'on est bien habitant. Donc, on rentre à l'intérieur de Kfar Maimon. Aujourd'hui, c'est encore retranché, quoi. Il y a plein de militaires là-bas. Il y a une grande yeshiva à Kfar Maimon. Donc, ça, c'est intéressant pour l'armée. Ils peuvent caser là-bas un nombre de chayalim, de soldats impressionnants. Et donc, c'est devenu encore retranché. Donc, à l'entrée du village, c'est un militaire qui est là, qui vérifie, qui rentre, qui sort. Et si tu prouves que tu es résident là-bas, tu as le droit de rentrer pour quelques heures, prendre des affaires et repartir. Ouais. Je crois que ça a été aussi l'endroit où toutes les voitures qui ont été détruites par les terroristes ont été rapatriées. Alors, c'est pas vraiment au Kfar, c'est un peu plus loin, près de Netivot. Oui, ils ont trouvé un grand terrain vague et puis ils ont mis là-bas toutes les voitures calcinées, les voitures défoncées, etc. C'est assez impressionnant. C'est pas évident de voir tout ça. Ok, alors votre internat, vous, toi, c'est pas tout à fait à Kfar Maimon, c'est un petit peu plus loin. Ouais, c'est plus proche de Netivot, en fait. Et Netivot n'a pas été évacué, par contre. C'est-à-dire que Netivot se trouve de l'autre, après les fameux 7 km. Et donc, les gens de Netivot n'ont pas été évacués. Bon, ceux qui voulaient partir sont partis, mais c'est à titre personnel. Ça n'a pas été dirigé par l'État. Et aujourd'hui, moi, je suis retourné à Netivot il y a quelques jours. La ville a repris et reprend de plus en plus. Les magasins sont ouverts, les grands magasins sont ouverts, les cafés également, les écoles ont repris partiellement. Pourquoi partiellement? Parce qu'il faut qu'il y ait suffisamment d'abris pour pouvoir mettre tout le monde au cas où. Et même quand il y a des abris, c'est pas encore obligatoirement le cas dans toutes les écoles. Donc, il faut des roulements, comme on faisait un petit peu à l'époque du Corona, donc un petit peu des roulements comme ça. Mais sinon, chaque jour, enfin, j'ai parlé avec la vendeuse de pizza que je connais bien.
Et il y a Chaque jour, il y a un peu plus de monde. Et chaque jour, elle me dit, il y a un magasin qui ouvre. Ouais. Voilà, ça fait plaisir. Alors, pour les gens qui ont été évacués de Kfar Maimon, vous êtes à Jérusalem, dans un bel hôtel, en tout cas pour les familles. Oui, très bien. Ouais. Alors, les familles ont été évacuées dans un hôtel qui s'appelle le Leonardo, que les gens de Jérusalem connaissent bien, puisqu'il est juste en face de la grande synagogue, enfin des trucs de la Sornout, etc. Donc là-bas, il y a tout le monde, tous les enfants. Tout le monde, il y a les femmes, les enfants, les vieux, les jeunes, enfin tout le monde est là. Ce qui fait que, bon, c'est un hôtel c'est sympa pour 2-3 jours, passer un week-end, etc. Mais après, au bout d'un moment, quand c'est toute une colonie qui s'organise là-bas, et tout un village finalement qui se retrouve là-bas. Alors évidemment c'est autre chose. L'ambiance de l'hôtel change, ça devient plus un centre, on va dire communautaire qu'un hôtel, avec des activités que évidemment au fur et à mesure ils sont organisés. Ils ont organisé des activités pour les jeunes, pour les petits. Il y a un GAN qui sont ouverts, les méonotes qui sont ouverts, voilà. Les enfants sont scolarisés dans les écoles de Jérusalem. Les enfants plus âgés sont scolarisés dans les écoles de Jérusalem. Ça aussi, ça demande parce qu'il n'y a pas que Kfar Maimon, il y a tous les autres également. Donc je ne veux même pas me mettre à la place de ceux qui sont responsables à la municipalité de tout ce qui est compliqué. Oui, ça va pas être simple. Et donc ce qui s'est passé avec nous, c'est que donc il y avait toutes les 250 familles qui étaient là-bas. Sauf la mienne, puisque nous, on était chez les copains. Et puis, à un moment, les vieux... J'espère qu'ils ne me regardent pas. Non, mais de toute façon, ils ne comprennent pas trop le français. Donc, les vieux... les personnes âgées, pardon. Les personnes âgées, le troisième âge, s'est plaint qu'il y avait trop de bruit. Au responsable qu'il y avait trop de bruit, que les gosses, on ne pouvait pas manger tranquille, et voilà. Et donc, ils ont cherché un autre hôtel un peu plus discret, qui appartient aussi au Leonardo, et qui se trouve en plein centre. Donc, ils ont séparé les familles juste à côté et les de personnes âgées. Ouais. Donc, amené les personnes âgées là-bas. C'est là que j'ai pris un énorme coup de vieux, puisque il y a la bonne femme qui organise tout ça, qui m'appelle et qui me dit « Élie, c'est Yael, machin ». Et je lui dis « Quoi ?» J'avais pas compris d'abord qui c'était. Elle me dit « C'est Yael ». Alors, je lui dis « Quoi ?» Après, pour rigoler, je lui dis « C'est l'âge ». Je comprends plus très bien. Genre. Elle me dit « Ben justement, c'est pour ça que je t'appelle. » C'est pour ça que je t'appelle. Est-ce que tu voudrais aller avec les vieux? Donc, depuis, on est parti. Donc, j'ai quitté mon copain là-bas sympathique, parce qu'au bout de 3 semaines, je pense que ça allait. Et donc, avec ma femme, on est maintenant, on dort là-bas, dans ce petit hôtel pour les personnes plus âgées. Est-ce que vous savez combien de temps ça va durer? Ben non. Enfin, moi, personnellement, je sais, puisqu'on a décidé avec les jeunes filles de Chemdat Adarom de retourner dès cette semaine, donc de retourner chez nous. On va reprendre... parce que c'est près de Netivot et c'est au-delà des 7 km. Donc on a le droit. Vous avez le droit. Okay. Alors moi, personnellement, comme je n'habite pas avec elle, évidemment, donc là, j'ai dû demander une autorisation spéciale en arguant le fait qu'on a besoin de moi là-bas, que je ne peux pas ne pas être à côté. Et donc tu vas retourner vivre chez toi tout seul dans ton village? Voilà, c'est ça. Tu vas tout seul? Ouais. Même pas peur? Non, pourquoi? Non, ce qui se passe, ce qui est dérangeant, c'est les bruits. Il n'y a plus vraiment de problème réellement, de risque, ni d'intrusion, heureusement. Ça grouille de soldats partout. Partout. Donc, il n'y a aucun risque de ce côté-là. Les risques des alertes, il y a toujours eu, c'est pas différent. Il y en a de moins en moins d'ailleurs. La dernière alerte sur Netivot, c'était le 9 novembre. Donc, il y en a de moins en moins, c'est de plus en plus espacé, etc. Donc, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est le bruit continu, un petit peu assourdi, comme ça, de l'aviation israélienne, qui n'arrête pas de... Bon, alors maintenant, avec la trêve, je ne sais pas exactement comment ça va se passer, mais... 4 jours de cessez-le-feu. Ouais, le cessez-le-feu, donc je ne sais pas exactement combien de temps ça va durer et ce qui va se passer, mais en tout cas, pour l'instant, on entend de manière continuelle le bruit des avions et des booms. Alors, les booms, ce n'est pas toutes les secondes, mais c'est toutes les heures, toutes les 2 heures. Et des booms qu'on entend bien, parce que c'est l'artillerie également qui tire depuis... Parce que l'artillerie, il faut comprendre, ce n'est pas les gens obligatoirement qui sont déjà dans Gaza qui tirent sur des positions qui sont à Gaza, mais ça peut être beaucoup plus loin. Aujourd'hui, avec les moyens qu'on a, on peut être à l'extérieur et viser. Ce qui fait que quand on est plus ou moins à proximité, on entend bien. Et donc ça dérange beaucoup certains. Mais c'est un choix de retourner. Mais moi, ça me dérange pas. Je raconte ce qui dérange en général, mais moi, ça me dérange pas du tout. Au contraire, je dors beaucoup mieux quand j'entends les bruits de nos avions et de notre artillerie. Ça me rassure énormément. Et donc, au contraire, je dors comme un comment on dit ça, comme un loir? Comme un loir, comme un bébé. Comme un bébé, voilà. Alors, on ne sait pas encore vraiment ce qu'il va advenir de tous ceux qui sont restés à l'hôtel. Ouais. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Est-ce que les gens sont prêts à attendre? Ils n'ont pas tellement le choix. D'abord, ils n'ont pas le choix. Et ensuite, ils se disent qu'il y a quand même pire comme situation. Il faut dire que là, je sais qu'il y a beaucoup de critiques sur le gouvernement, sur comment est-ce qu'il gère la crise, etc. Mais je dois dire que de ce côté-là, franchement, qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? C'est-à-dire, on est à l'abri, à l'hôtel, ils ont les repas, ils sont nourris, et on organise, parce que comme on est des gens
que ce soit les vieux ou que ce soit pas les vieux d'ailleurs, des gens qui prennent des initiatives. Donc on organise des visites, on organise des shiurim, il y a une sorte de collège. Il y a une vie comme il y a une vraie vie, quoi. Oui, très rapidement, tu mets une vingtaine d'Israéliens quelque part, ils s'organisent, quoi. Donc il y a ça, et on attend que les choses se passent. On est très patient parce qu'on se dit que cette fois-ci, on espère que c'est la bonne et que le gouvernement va tenir le coup, il va passer des oppressions, il va aller jusqu'au bout, quoi. Et pour ça, on est prêt évidemment à payer le prix avec des guillemets, parce que c'est le gouvernement qui paye le prix, c'est pas tellement nous, ça va, quoi, ça va. Il y a vraiment pire, surtout en ce moment. Il y a des gens qui ont des situations bien plus dramatiques que les nôtres. Nous, ça va, on attend patiemment. Bon, on a tous évidemment des enfants qui sont au front, mais ça, c'est comme tout le monde, quoi. Voilà. Mais on a eu beaucoup de chance. Enfin, on a eu beaucoup de chance. Il y a eu. Tu veux que je raconte le bien sûr, truc bien sûr. Le 7 octobre. Oui, le 7 octobre. Le 7 octobre, donc moi, j'y étais pas, mais on m'a donc raconté. On n'a pas dit tout de suite en Israël, c'est un truc qui s'est su un petit peu après, parce qu'on voulait pas affoler les gens, mais il y a eu un hélicoptère de l'armée israélienne qui s'est écrasé. Il était envoyé, d'ailleurs je suis même pas sûr qu'il était envoyé, je pense d'après ce que les gens m'ont dit, c'est une initiative personnelle du pilote de l'hélicoptère et de ses amis. Ils sont entrés 50 dans un hélico qui en général comprend un petit peu moins, et ils sont allés directement vers là où ça chauffait, donc vers les kibbutzim de la frontière, et il y a un des terroristes qui a tiré un RPG, là, et puis ça a touché l'hélicoptère, qui était obligé de faire un atterrissage d'urgence. Et le premier miracle, c'est que les 50 militaires israéliens sont sortis indemnes. Aucun n'a été touché pendant cette opération. Et ils se sont retrouvés donc dans le champ proche de Kfar Maïmon. Par hasard, ils étaient là-bas. Et donc, ils ont continué à pied pour arriver jusqu'au kibbutz dans lequel ils devraient arriver. C'est à quelques kilomètres de là. Et dans leur marche à pied, ils sont passés devant le village, devant l'entrée du village. Et là, ils ont rencontré une trentaine ou une quarantaine, je ne sais plus, de terroristes. Et ils les ont donc éliminés tous. Et c'est ça qui a sauvé le village, finalement. Et après, ils ont continué donc à pied pour continuer les combats. Et c'est dans ces combats-là que l'un de ceux qui étaient dans l'hélicoptère, le fameux jeune Khayal Boded français, a trouvé la mort là-bas. C'est celui de Montpellier, je crois qu'il s'appelle Guénassia, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Élie, ouais. Et donc, comme on était à Jérusalem au moment de la Haskara des Shloshim, des 30 jours, alors le rabbin de Kfar Maïmon, qui est aussi à Jérusalem, parmi ceux qui ont été évacués, donc il a demandé que ceux du Kfar qui peuvent venir rendre un dernier hommage à ce soldat qui nous a finalement sauvé la vie, sauvé le village, viennent. Et donc, pour la Haskara, là-bas sur le mont Herzl, à part les parents effondrés qui sont venus de Montpellier, sa sœur, etc., il y avait une bonne représentation de notre village. On pense d'ailleurs qu'on va faire quelque chose en sa mémoire pour que son nom soit mentionné chez nous, quoi. Parce qu'on lui doit beaucoup, même si, évidemment, les circonstances ont fait que c'est, si vous voulez, par hasard qu'ils se sont trouvés justement là-bas. On n'ose pas imaginer qu'est-ce qui serait arrivé s'ils n'étaient pas trouvés là-bas. Enfin, je ne sais pas à vous que je vais dire, ou à toi que je vais dire, est-ce que le hasard existe ? Ouais. Non, c'est vraiment un petit miracle, ouais. Bon, en tout cas, voilà. on voulait te donner la parole pour mettre un peu à l'honneur toutes ces familles. On essaie de prendre des témoignages un peu de tous, de rendre compte de cette réalité israélienne qui est tellement particulière en ce moment. Ouais. Alors en effet, il y a encore des choses à faire pour les aider, parce qu'il y a parmi ces familles-là, il y a évidemment pas mal dont les maris sont pas là, ou les filles sont pas là, puisqu'ils sont sur le front. Et alors ceux-là, avec les enfants, c'est pas évident. Donc évidemment, comme les autres, il y a évidemment de quoi faire pour aller garder les gosses de temps en temps, pour les gens qui veulent savoir comment aider, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire. Il y a plein de choses, il y a des psychologues sur place qui donnent du soutien gratuitement. Enfin, le peuple d'Israël est magnifique. Extraordinaire. Vraiment. Mais ça fait 40 ans que je suis là, c'est jamais vu. Et chaque fois qu'il y a une crise, il y a toujours cette solidarité. Mais là, franchement, ça a pris des proportions incroyables. Et on ne sait pas encore tout. Ça dure. Et ça dure. Et puis, il y a des initiatives qu'on ne saura jamais. C'est des trucs qui sont faits, parce que le bonhomme, il a décidé de faire un truc et il le fait, et puis on n'est pas au courant. Et c'est incroyable ce qui se passe. Nous, on est avec les jeunes filles, donc on les a amenées à Jérusalem. D'abord, elles ont eu beaucoup de courage de venir. Mais bon, on avait besoin de toutes sortes de trucs, une imprimante, un truc, un machin. Vous avez tout eu, quoi. Tout ce qu'on voulait. Des matelas, des trucs, des armoires, enfin. C'est impressionnant. C'est incroyable, ouais. Bon, en tout cas, merci, Élie Kling, d'avoir été avec nous. De rien. Puis, bon courage pour le retour. Voilà, puis on espère des jours meilleurs pour tout le monde. Des jours meilleurs. On se reverra après la victoire. Ça, c'est sûr. Les trottoirs.